Bonsoir, entrons ensemble, comme tous les soirs, sur France Culture, entre 18h20 et 19h, dans le temps du débat. À l'ordre du jour ce soir, bioéthique, peut-on s'entendre sur les termes du débat? Pendant 3 semaines, les députés se sont réunis en commission spéciale pour préparer la loi sur la bioéthique dont le débat vient de s'ouvrir à l'Assemblée nationale. Dans cette enceinte parlementaire, comme dans le reste de la société, il faut d'abord s'entendre pour nommer les phénomènes nouveaux qui ont conduit à cette loi. Assistance médicale à la procréation ou procréation médicalement assistée? Faut-il parler de procréation post-mortem dans certains cas, de PMA avec tiers donneur, de PMA sans père ou de PMA pour toutes, de GPA altruiste ou de GPA éthique? Certains mots ou certaines expressions utilisées pour nourrir le débat public apparaissent suspectes à une partie de nos concitoyennes et de nos concitoyens. Nous allons donc tenter ce soir de comprendre pourquoi il est difficile de s'entendre sur ces termes avec nos 3 invités que nous remercions d'être avec nous. Sylviane Agazinski, elle est philosophe, dont le dernier texte s'intitule « L'homme désincarné, du corps charnel au corps fabriqué ». Et il est sorti en juin dernier, juste avant l'été, dans la collection Tract chez Gallimard. Lisa Carayon est maîtresse de conférences en droit à l'Université Paris 13, présidente de l'association GIAPS. GIAPS, ça signifie le groupe d'information et d'action sur les questions procréatives et sexuelles. Et enfin, Ali Ben Maklouf, philosophe du langage, que nous remercions particulièrement parce qu'il vient tout juste d'arriver de son avion et il est avec nous. Merci encore d'être là. Vous êtes professeur de philosophie à Paris-Est-Créteil et ancien membre du Conseil consultatif national d'éthique. Sur l'acte des naissances apparaîtra mère et mère. C'est bien la réalité. Donc mère et mère. Un donneur, vous appelez ça? Mais Madame la Ministre, ça c'est un homme, Madame la Ministre. C'est pas un donneur. Un père, c'est une fonction symbolique. Ça peut être une femme. Ça peut être une femme, évidemment. Ça peut être une altérité qui est trouvée ailleurs dans la famille, on le voit. Ça peut être des oncles, ça peut être une grand-mère. Une grand-mère. Dans le cas particulier d'un enfant conçu délibérément sans père, il n'y a pas de père biologique et il n'y a pas de père parent. Et donc, on est quand même dans une situation qui est nouvelle. C'est pour ça que nous parlons d'une rupture anthropologique. Voilà 4 extraits de 4 interventions autour de cette question de la loi bioéthique. La ministre de la Justice Nicole Belloubet, la députée exclue de La République En Marche en juin dernier Agnès Steel, la ministre de la Santé Agnès Buzyn et le vice-président de l'Académie nationale de médecine Jean-François Météi. Mère et mère, donneur, père qui peut être une femme ou une grand-mère, rupture anthropologique majeure. Voici quelques-uns des termes qui vont nous permettre de débuter cette conversation. Ali Ben Maklouf, bonjour et merci d'être avec nous. Bonsoir. Vous avez participé longtemps en tant que philosophe et philosophe du langage en particulier à ce comité consultatif d'éthique pendant 8 ans, je crois, c'est cela? Oui. Vous n'y êtes plus depuis quelques années maintenant, mais vous vous souvenez des premières discussions que vous avez pu avoir au sein de ce comité entre médecins, entre philosophes, entre linguistes, pourquoi pas, oui, hommes et femmes politiques autour de ces questions, et juristes évidemment, pour définir les termes de cette nouvelle situation dans laquelle nous nous trouvions depuis quelques années. Définir ou ne pas définir, parce qu'il y a des expressions qui ont été malheureuses et du coup le comité consultatif national d'éthique a regretté de les avoir proposées, comme par exemple l'embryon personne humaine potentielle. Et donc ça avait figuré en 86 au début des travaux, puisque le comité a été créé en 83, et très vite on s'est rendu compte que c'était quelque chose qui avait durci complètement les réalités, parce que si vous dites personne humaine potentiel, vous pouvez tout aussi bien dire potentiel de personne humaine, et donc un potentiel de recherche, un embryon qui va pour la recherche. Donc les définitions, le législateur est d'ailleurs très prudent. Vous savez qu'il ne définit pas le commencement de vie, il ne définit pas la fin de vie, il ne définit pas la dignité humaine. Et donc, si vous voulez, on peut s'entendre parfois sur des termes. Il est vrai, parce qu'il en faut, il faut les proposer comme des outils, mais l'idée qu'on va tout définir est totalement à écarter. Et pourtant, ça fait partie des discussions et des débats qu'il doit y avoir dans une loi qui est votée à l'Assemblée nationale ou dans les discussions préliminaires à cette loi dans les commissions, par exemple. Oui, c'est vrai. Là, j'ai pris des choses, si vous voulez, assez fondamentales, comme commencement de vie, fin de vie, etc. Mais ce qu'on a entendu là à l'instant, mère, père,
il faut rappeler, nous avions des discussions au comité consultatif avec Françoise Héritier, qui était membre en même temps que moi, et elle revenait très souvent sur l'impossibilité de parler de père biologique. Elle disait que c'est véritablement un oxymore, quelque chose qui ne se tient pas. On parle de géniteur et de père. Le père, c'est une fonction sociale, une filiation socio-juridique, mais père associé à biologie, ça ne marche pas. Lisa Carayon, alors tout de même, on peut se dire, tout compte fait, il y a le droit, les juristes qui sont là justement pour mettre en place des catégories juridiques qui permettent de comprendre ou que tout le monde se comprenne autour justement d'une nouvelle réalité sociologique par exemple. Alors oui, c'est vrai que la particularité du langage juridique, c'est qu'il a cette force performative, parce qu'il dit les choses sont dans le champ du droit. Ça ne veut pas dire du tout qu'elles sont en tout état de cause, ou que les définitions qui sont posées par le droit sont les seules qui vaillent socialement. Mais disons que les définitions qui sont posées, c'est celles qui vont être utilisées devant les juridictions en cas de difficulté, par exemple, ou sur lesquelles vont s'appuyer les médecins, les équipes soignantes, lorsque ils auront une décision à prendre. Donc c'est sûr que le droit a ici une place particulière. Mais j'insiste sur le fait que ce n'est pas parce que le droit définit des catégories qui ont vocation à être utilisées devant les tribunaux, que toute catégorie doit nécessairement être définie juridiquement, au sens où laisser une part d'indéfinition dans la norme juridique n'est pas forcément source de conflit ou d'imprécision. Ça peut aussi être une source de souplesse qui laisse justement de la place, notamment aux juges, pour porter une appréciation au cas par cas, selon les cas qui sont présentés devant les juridictions. Oui, dans les jurisprudences en particulier, c'est cela. Tout à fait, et la jurisprudence est une source de souplesse dans l'application de la norme, même si elle est aussi parfois une source d'inégalité. Sylviane Agazinski, vous avez dans votre dernier texte été très dur sur ces questions, mais déjà ça fait longtemps que vous prenez des positions très délicates sur cette question justement de bioéthique. Dans L'homme désincarné du corps charnel au corps fabriqué, vous insistez par exemple sur le fait que vous trouvez par exemple que les positions du comité consultatif d'éthique sont assez peu éthiques. Vous dites que l'éthique a disparu du comité d'éthique, ce qui est un peu dur pour votre voisin Ali Ben Maklouf. Non, je parle du comité d'éthique consultatif actuel. Voilà, mais enfin en tout cas, vous dites en fait qu'effectivement, il y a un effondrement de l'éthique et une extension de l'idéologie ultralibérale dans ce que nous connaissons aujourd'hui, et qu'il ne faut pas se tromper de combat. Il y a un marché qui est en œuvre, et que ce marché est quelque chose d'extrêmement dur pour les femmes en particulier. Oui, ça c'est le marché mondial, c'est la situation actuelle du marché mondial de la procréation. Je pense que comprendre cette situation à son niveau mondial est très important, parce que de ne pas rester sur le cas français. Dans le domaine de la procréation, c'est peut-être l'existence même de ce marché mondial, dont je vois le modèle en Californie, c'est que tout s'achète et tout se vend en la matière, et que le consommateur, le client, comme disent les instituts de reproduction humaine, c'est le terme qu'ils utilisent aux États-Unis, c'est que les clients peuvent tout acheter. Des cellules, du sperme, des ovocytes, des mères porteuses, etc. Et que ce schéma de l'enfant qu'on peut commander, qu'on peut commanditer en le payant, s'impose au fond dans l'imaginaire de tout le monde. C'est-à-dire que l'enfant devient effectivement quelque chose et que l'on peut produire et que l'on peut acheter. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a un certain déplacement, d'une certaine manière, dans notre pays, où il y a un système médical totalement différent. Les médecins ne sont pas des prestataires de services. Il y a une assurance maladie, il y a un régime de solidarité. Et que donc, on est pris entre cela. Mais je voudrais ajouter un mot sur... J'aimais bien votre titre sur les termes du débat. Mais j'avais quand même envie de dire, sans polémique excessive, mais tout de même, les termes du débat sont essentiels, parce qu'il y a des termes en biologie, en médecine, en droit, et bien entendu dans l'éthique aussi, comme le respect de la personne, par exemple. Mais encore faut-il qu'il y ait débat. Il me semble qu'aujourd'hui, on est un petit peu en deçà, parce que le débat est littéralement confisqué par un discours, disons, un discours hégémonique, un discours dominant, qui s'est installé simultanément et dans la presse, une grande partie de la presse, qui aujourd'hui est installée au cœur du gouvernement, de l'Assemblée nationale, des partis et même du CCNE,
et qui C'est-à-dire que fait vous considérez que vos positions, que vous défendez avec d'autres, sont minoritaires aujourd'hui ? On ne le dirait pas a priori comme ça. Ah, si, elles sont elles sont pas seulement minoritaires, elles sont inaudibles et elles sont interdites. On a vu comment vous êtes là. Agnès Thiel a été... Non, mais Ouais. là, je parle au sein, par exemple, de En Marche. J'ai personnellement eu des témoignages de députés En Marche qui disaient ben non, mais on ne peut rien dire. C'est impossible, sinon on est exclu, sinon on est marginalisé, on est diabolisé, parce que, cette idéologie ou ce discours hégémonique dont je parle, c'est celui-ci. C'est celui que le problème n'est pas éthico-juridique. Et pour moi, l'éthique ne se sépare pas du droit, ou du moins le droit ne se sépare pas de l'éthique. Et en fait, il s'agit de répondre à des demandes sociétales et individuelles, et qu'il s'agit au fond de construire de toutes pièces des nouveaux modes de parenté en sortant de la médecine telle qu'elle est maintenant. Lisa Carayon. Oui, je pense que là, il y a une précision à faire, justement, puisque nous sommes sur les débats, juste sur cette supposée idéologie dominante. Parce que quand vous parlez d'extension libérale sur la question de la procréation, je pense qu'il faut bien rappeler les deux sens possibles de cette notion de libéralisme. Parce que dire qu'il y a ici un changement de paradigme parce qu'on répondrait aux désirs des personnes, c'est sous-entendre que ce n'est pas en partie ce qu'on fait déjà. Or, dire qu'actuellement, la procréation médicalement assistée est purement thérapeutique et que, en l'ouvrant à des couples de femmes, par exemple, elle serait purement du désir, c'est écarter la part aussi de désir construit socialement, encouragé socialement, des couples hétérosexuels qui n'arrivent pas à procréer ensemble. C'est dire qu'ils sont purement dans la pathologie, là où les couples de femmes seraient purement dans la biologie. En revanche, là où je voudrais bien que les deux débats soient distingués, c'est justement sur cette notion de libéralisme au sens économique. C'est-à-dire que on a vite tendance à considérer que parce qu'on répondrait à un désir d'un couple de femmes, alors on verserait forcément dans le libéralisme économique, la commercialisation du corps, etc. Or, je pense que les deux questions doivent être soigneusement distinguées. Donc le libéralisme, entre guillemets, politique d'un côté, contre le libéralisme économique de l'autre. Oui, tout à fait. Et je pense que là, il y a un débat qu'il faudrait distinguer et qui n'est pas distingué actuellement, au sens où on entend parfois dire, parce qu'on va augmenter le nombre de personnes qui vont avoir recours au don de sperme, alors il faut forcément ouvrir au privé lucratif le don de sperme, rémunérer les donneurs parce qu'on va être en carence, alors même qu'il y a plein de questions qui se posent dans cette loi, de pourquoi est-ce que cette ouverture sur les mœurs, sur l'égalité, s'accompagnerait forcément d'une ouverture au libéralisme économique. Ali Ben Maklouf. Oui, dans votre introduction, vous avez dit AMP ou PMA, parce qu'effectivement, le terme le plus judicieux, puisqu'on est dans un débat sur les termes, c'est AMP, assistance médicale à procréation, plutôt que procréation médicalement assistée. Et pourquoi c'est celui-ci qui l'a emporté ? Eh bien, normalement, toute procréation n'est pas médicalement assistée. Donc, quand vous dites assistance médicale à procréation, c'est que vous laissez la possibilité à des procréations qui ne supposent pas cette assistance médicale. Donc, véritablement, dans les centres de reproduction, on parle d'AMP et non pas de PMA. Maintenant, le mot, effectivement, on a l'impression que toute procréation est maintenant médicalement assistée. Pourquoi ? Parce que cette situation, moi, je regrette beaucoup que toutes les lois relatives à la bioéthique dans leur révision actuelle tournent autour de la PMA. Il y a plein d'autres sujets. Il y a les neurosciences, il y a les données biométriques, il y a les logiciels qui échappent complètement au contrôle. On a l'AMM, l'autorisation de mise sur le marché pour les médicaments et maintenant pour les dispositifs médicaux, mais les logiciels... Mais dans cette loi, il y a aussi le don de rein croisé, par exemple, qui n'est pas... Et je crois que quand même pour le débat, puisqu'on est sur la bioéthique, il est quand même toujours un petit peu... Ça donne lieu à une enflure de toujours parler de la PMA. Par ailleurs, l'AMP, donc je dirais l'AMP, est en France ce qu'il y a de plus encadré en termes de loi. Il n'y a pas de dérive. Il n'y a pas de dérive. C'est véritablement très encadré. Depuis les lois de 94, de 2004, de 2011, on y revient chaque fois et on encadre beaucoup. Vous semblez dire qu'il ne faut pas s'inquiéter de ce qui est en train de se passer, c'est ce que... Vraiment pas. Et l'extension des droits aux familles monoparentales et aux familles homosexuelles, c'est une extension de droits et non pas une marchandisation des corps.
Sylviane Agacinski. Oui, je pense que quand je parlais tout à l'heure de discours idéologique, vous venez d'en donner un exemple qui est la notion d'extension de droit. À partir du moment où actuellement, ce que reconnaît d'ailleurs le rapport de Jean-Louis Touraine, actuellement, Jean-Louis Touraine, qui est le rapporteur qui a préparé de la mission d'information sur la loi bioéthique, il reconnaît tout à fait explicitement que l'actuelle pratique de la procréation médicalement assistée avec toutes ces techniques est destinée, je l'ai dit tout à l'heure, à résoudre des problèmes pathologiques. C'est comme ça. Autrement dit, elle s'adresse forcément à des couples infertiles. Si les mots ont un sens, puisqu'on se pose cette question, un couple infertile, c'est forcément un couple mixte. C'est pas un couple hétérosexuel, on s'en fiche complètement de la sexualité. C'est un couple mixte. Donc, je vais terminer. Si cette infertilité, elle est d'origine médicale, il ne s'agit pas d'ouvrir ce même système à tous. Ça ne veut rien dire. Il s'agit de changer de régime, et c'est ce que d'ailleurs il est dit, de changer de régime pour créer un accès, comme on dit, à une manière de produire des enfants par des biotechnologies et le recours à ce que j'ai appelé un tiers corps, c'est-à-dire une tierce personne, des cellules, etc. Et que donc ce recours crée une institution totalement nouvelle dans la parenté. Vous voulez dire que vous êtes d'accord avec cet avis de l'Académie de médecine qui est sorti ce week-end, qui dit que c'est une rupture anthropologique majeure, comme Jean-François Mattei? D'abord, je veux simplement dire que la rhétorique de l'égalité et la discrimination est un mensonge pur et simple. C'est une absurdité logique. Il n'y a pas de discrimination là-dedans. Si on entre dans il faut le dire, si on entre dans la notion de production d'enfants, on entre dans le principe de droit à l'enfant. Et ce droit à l'enfant ne repose sur rien. L'enfant est une personne, il n'est pas une chose. Les cellules non plus. Il n'y a pas de droit à l'enfant. Et quand l'Académie de médecine parle de rupture anthropologique, elle a tout à fait raison dans la mesure où universellement, certes, le géniteur n'est pas toujours le père. On est bien d'accord. Le père, c'est quelque chose de légal, d'institué. Mais néanmoins, de manière universelle, Lévi-Strauss disait, les rapports de parenté sont construits sur le modèle de la procréation. Ça veut dire qu'il y a des géniteurs et des génitrices, ça c'est le réel, et il y a des pères et des mères, ça c'est l'institution. Autrement dit, l'institution, elle est bilatérale et asymétrique, et ce qu'on veut faire là, c'est tronquer complètement ce principe et dire, on va créer une institution où il n'y aura qu'une monolatéralité en quelque sorte de la parenté. C'est donc très grave, c'est donc très important. Ça veut dire, et c'est ce que vous défendez dans votre tract chez Gallimard, que vous êtes contre, par exemple, le genre et tout ce toutes les innovations qui tournent autour. Je ne suis pas dans la logique du pour et contre, Emmanuel. C'est trop simple. J'essaye d'analyser et d'éclairer quand même. Voilà. Les anthropologues comme Françoise Héritier disent que tout ce que l'on pense être une innovation aujourd'hui a déjà beaucoup existé. Que les femmes qui élèvent les enfants seules, ça a toujours existé. Et elle était toujours étonnée que l'on reporte sur les techniques biomédicales des choses qui, en fait, que l'humanité a créées depuis longtemps. Donc, il n'y a pas de rupture anthropologique. D'autre part, quand on parle d'extension de droits, il ne s'agit pas de dire d'autres ont des droits et nous, on ne les a pas. Ce n'est pas du tout ça. Ce n'est pas de contester que d'autres aient des droits et qu'on ne les a pas. C'est précisément d'avoir ce que les autres ont et non pas pour dire, bon maintenant, si vous voulez l'égalité, plus personne n'aura aucun droit. Sans compter qu'il y a maintenant une frontière floue, reconnue par les médecins, entre le pathologique et le normal. Il n'y a pas l'idée qu'il y a d'un côté du pur pathologique et d'autre côté du normal. Il y a, quand vous allez dans les centres de reproduction, allez à celui de Sèvres chez Madame Joëlle Belaïch-Allard, et vous verrez que beaucoup de femmes viennent sans aucun problème d'infertilité, disant j'ai 40 ans, je veux vite tomber enceinte, je veux des ovocytes. Donc, cessons de dire qu'il n'y a pas ces désirs, j'allais dire désirs sociaux, je dirais des expressions de souffrance, parce que ce n'est pas une histoire de désir seulement, des expressions de souffrance qu'entendent les cabinets de gynécologues. Lisa Carayon. Oui, je pense.
Je pense qu'il y a plusieurs choses ici. Vous avez raison de souligner que la construction de ce qui est infertile est une construction qui est à la fois médicale, scientifique et également sociale, au sens où elle définit ce qui est pathologique et ce qui ne l'est pas. Un couple infertile, c'est un couple qui n'arrive pas à avoir d'enfants. Or, c'est parce qu'on présuppose qu'un couple hétérosexuel est fertile par nature. Mixte, madame, pas hétérosexuel, un couple mixte. Un couple composé d'un homme et d'une femme, biologiquement, si vous le souhaitez, serait fertile par nature, qu'il est construit comme infertile quand il n'arrive pas à avoir des enfants. Or, c'est bien plus complexe que cela, en réalité. J'aimerais revenir sur cette notion de rupture anthropologique, parce que je suis toujours fascinée de la façon dont on utilise l'anthropologie, qui, quand même, au départ, est une discipline descriptive de la diversité des sociétés, comme un élément normatif. Comme si ce que Lévi-Strauss aurait pu détecter comme universel, et on sait que ça a été très discuté, serait quelque chose qui devrait être. Or, l'anthropologie observe aussi des évolutions de société. Dire qu'il y a rupture comme si ça allait être une rupture de la société, c'est absurde. Il y a une évolution sociale dictée par énormément de choses, et il y a là, à mon avis, une erreur à considérer qu'il y a une prescription de ce type de discipline. S'il y a une rupture anthropologique, elle date d'il y a 10 000 ans, quand les hommes ont pensé qu'ils étaient source de vie et que la domination masculine s'est installée et que ça a donné la dérivation cognitive. Je cite toujours Françoise Héritier qui disait qu'on est complètement dans la société des cueilleurs encore, avec cette idée que la femme est réceptacle et que l'homme est source de vie, et ça a engendré précisément cette discrimination universelle à l'égard des femmes. Je veux un enfant, je veux un enfant, je veux dans mon ventre sentir le sang, la vie dedans. Je veux un enfant. France Culture, le temps du débat, Emmanuel Laurentin. Un temps du débat titré aujourd'hui Bioéthique. Peut-on s'entendre sur les termes justement de ce débat bioéthique avec Sylviane Degazinski, Lisa Carayon et Ali Ben Maklouf. Sylviane Degazinski, Françoise Héritier, qui a été souvent citée par votre voisin Ali Ben Maklouf, n'était pas particulièrement non plus favorable à ce qui n'est pas d'ailleurs dans cette loi, c'est-à-dire la GPA. Elle trouvait que les cas de GPA totalement désintéressés n'existaient pas, et c'était la limite qu'elle considérait à sa vision anthropologique des relations, des nouvelles relations entre genres dans nos sociétés. Qu'est-ce que cette question de la GPA, qui n'est pas dans cette loi, induit selon vous dans la loi qui est en train d'être discutée, Sylviane Degazinski? Parce que visiblement, vous faites un lien entre la PMA qui est discutée ces temps-ci dans la loi bioéthique et la GPA qui n'existe pas et qui pourrait peut-être revenir un jour. Oui, d'abord un mot sur Françoise Héritier. Moi, je citais Lévi-Strauss, dont elle était, comme on sait, très proche à beaucoup d'égards, pour désigner l'universalité de la biparentalité, de la biparenté, c'est-à-dire de la double parenté. Mais quant à Françoise Héritier, il ne faut pas oublier tout de même qu'elle disait que le sexe n'a pas d'autre définition que la fécondité. C'est pas parce qu'on a un couple, c'est la fécondité qui fait le sexe, c'est pas l'inverse d'une certaine manière. C'est la fonction reproductive qui permet de déterminer finalement ces deux genres que sont l'homme et la femme. Donc, rupture anthropologique, je maintiens. Mais pour nous, qui sommes tout de même dans une civilisation, il est évident qu'on ne va pas aller chercher partout dans des civilisations anciennes ou des sociétés éloignées, des modèles qu'on va piquer ici ou là pour dire « Ah ben regardez, ils font ça là », certains le font d'ailleurs, donc pourquoi pas nous? Alors à ce moment-là, pourquoi aussi pas la polygamie, tout ce qu'on voudra? Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais la rupture, elle est donc également juridique, c'est-à-dire au fond, le droit est quand même un des fondements de la civilité, de la civilisation, et la filiation, la parenté est un des socles de la société, et on est dans une tradition, on n'est pas dans n'importe quelle culture et dans n'importe quelle société. Alors pour revenir à la GPA, d'abord je pense que
le rapport Vous dites que Touraine c'est une astuce rhétorique de remplacer mère porteuse par gestation pour autrui, puisqu'on est autour des mots. Expliquez-nous pourquoi vous dites cela dans votre petit texte. Quand j'ai travaillé dans Corps en miettes, alors là c'est un ouvrage c'était en 2008, bien avant, sur la question dite maintenant de la GPA, je me suis aperçue qu'il y avait eu toute une évolution du langage à ce propos. On a d'abord parlé, ça venait évidemment de la médecine vétérinaire, Testard, le père du bébé éprouvette, c'est aussi celui qui faisait des expériences de transplantation d'embryons dans le corps des bovins, et on a parlé d'utérus porteur. Ensuite, on a parlé de mère porteuse. Ensuite, on a parlé, avec le vocabulaire américain, de maternité de substitution, la surrogate mother. Et on a parlé en 2008 au Sénat, les sénateurs ont osé parler de gestatrice agréée. Alors ça, c'était tout de même extrêmement choquant, comme on dirait une cantatrice. Ça devenait un job. Et finalement, on a forgé très astucieusement ce terme de GPA, ces 3 petites lettres que je trouve assez rassurantes, qui paraissent assez rassurantes, qui ont un énorme avantage idéologique, c'est qu'elles effacent la maternité, elles effacent la mère, elles effacent l'accouchement, et elles réduisent le fait de porter un enfant pour le compte d'autrui à une sorte de fonction organique tout à fait limitée, la gestation, et en plus pour autrui, c'est-à-dire avec la connotation d'altruisme, alors que il suffit de considérer ce qui se passe dans le monde pour voir que jamais c'est une pratique altruiste, ça n'existe pas. Alors, sur ces questions de mots, puisqu'on est autour des termes de ce débat, on a compris que la GPA était un peu à l'écart de ce débat, et c'est tout à fait normal parce qu'elle n'est pas présente dans cette loi. Vous avez à nous expliquer, Ali Ben Maklouf, combien, par exemple, cette PMA qu'on va appeler désormais post-mortem a été... on a pendant un temps parlé de la PMA de la volonté survivante. Il fallait trouver des termes pour pouvoir expliquer comment on pouvait avoir un enfant après la mort d'un du géniteur potentiel, par exemple. Ça, c'est assez complexe. Et ça veut dire qu'effectivement, ces nouveautés qui arrivent aujourd'hui dans nos sociétés, il faut leur trouver des mots, et qu'on est toujours en train de tâtonner aussi. C'est pour ça que peut-être GPA a évolué, on est passé de mère porteuse à GPA aujourd'hui. GPA, on peut être tout à fait contre, et je peux tout à fait le concevoir, mais le terme est beaucoup plus exact que mère porteuse, parce que comme on avait dit que père biologique était véritablement un oxymore et qu'on peut parler de géniteur, autour de ces questions, comme de celles que vous venez de poser sur le post-mortem, la vraie question, qui est dans la loi d'ailleurs, c'est le projet parental, l'intention d'avoir un enfant. L'intention d'avoir un enfant. Et donc on a choisi gestation pour autrui pour précisément dire qu'il y a la mère d'intention et la gestatrice. On peut trouver que la dualité est problématique, et ça je l'entends très très bien. Mais il faut toujours revenir sur l'intention. Maintenant, pour les questions post-mortem, est-ce que l'intention est toujours là quand un des partenaires a disparu? C'est une belle question. Est-ce que l'intention peut être en quelque sorte maintenue? Oui. Eh bien, peut-être une analogie avec le don d'organes est intéressante. Parce que pour les prélèvements post-mortem, on demande, la loi Caillavet dit qu'on demande aux proches du défunt quelle a été l'intention. La personne est quand même défunte. Elle n'est plus là. Et il ne s'agit pas de dire de parler au nom de l'autre, mais est-ce qu'on a entendu l'autre dire quelque chose sur le don d'organes? Donc, si vous voulez, il y a des moyens analogues pour entendre une intention post-mortem. Lisa Carayon. Oui, mais je voudrais revenir un instant sur ce que nous disions sur l'idée qu'il y a là une rupture juridique. Parce que j'aimerais remettre le droit aussi à une certaine place. Vous avez raison. C'est-à-dire que je pense que le droit a une véritable influence sociale, au sens où il exprime des valeurs politiques et qu'il n'a pas de valeur que dans ce qu'il fait effectivement devant les tribunaux. Il y a une valeur sociale exprimée à travers le droit, c'est indéniable. Pour autant, je ne pense pas qu'on puisse considérer que le droit a à ce point une puissance performative et structurante qu'une modification du droit, comme ça a pu être dit par certains dans le passé, serait à même de déstructurer les esprits, d'amener à la folie, parce qu'on nierait une différence entre les hommes et les femmes, par exemple, etc. L'idée qu'on a toujours fait comme ça en droit
ne signifie absolument pas que l'on doit faire de la même façon pour le futur. Le droit est par excellence un outil politique, donc qui est là pour évoluer en fonction de ce que souhaite une société. Dans une certaine souplesse, voulez-vous dire? Disons, dans une adaptation. Dans l'adaptation à la réalité sociale dont il n'est en réalité que le produit par le biais de ces institutions politiques. Excusez-moi de vous interrompre, les forces imaginantes du droit de Delmas Marty, c'est très intéressant. Est-ce qu'on va un jour sortir de la dualité bien-personne? Le fœtus n'est ni un bien ni une personne. Il y a pour le droit la possibilité d'imaginer autre chose. Les fleuves, les rivières, les fœtus ne sont ni des biens ni des personnes. Arrêtons avec la dualité bien-personne. En réalité, il y a, comme vous le dites, effectivement pour moi, une puissance illimitée du droit, alors au sens où il ne serait limité que, en réalité, par les limites qu'il se pose à lui-même, par son système juridique, l'état de droit, etc. Mais la puissance imaginative du droit est, selon moi, sans limite. Après, la société peut se donner des limites, décider de ce qu'on fait, de ce qu'on ne fait pas. La procréation post-mortem, par exemple, existe déjà dans une certaine mesure, au sens où nous avons plein de règles juridiques qui prévoient ce qui se passe quand un enfant naît après le décès de la personne qui l'a engendré, par exemple. Il y aurait des nécessités d'adaptation, mais en réalité, il y a des mécanismes que l'on connaît déjà et depuis le droit romain. Est-ce que vous pensez... Sylviane Agacinski, c'est extrêmement dangereux de dire, et même épouvantable, de dire que le droit peut tout faire. Alors évidemment, on entendait tout à l'heure, une mère, ça peut être un homme. Alors si le droit peut faire qu'une mère, ça peut être un homme, effectivement, ça peut là, même je être pense une grand-mère, on est, oui, alors là, on est dans ce qui me semble être du fantastique, et je trouverais extrêmement dangereux que le droit bascule dans le fantastique, parce que tout de même, il est soumis. Alors là, évidemment, ça c'est, je pense que c'est des convictions philosophiques, mais aussi républicaines, démocratiques. C'est que l'éthique, c'est plus que le droit, d'une certaine manière, parce qu'un droit sans éthique, je ne dis pas que l'éthique s'effondre, je dis que le droit s'effondrerait s'il n'y a pas d'éthique. Mais effectivement, c'est difficile de définir l'éthique. Mais lorsque j'entends dire à chacun son éthique, je dis là, on se trompe complètement. L'éthique n'est pas la conviction personnelle ou la moralité subjective. L'éthique, c'est la recherche, là, alors je me référais aussi bien à Aristote qu'à Paul Ricoeur. Hein. Le souci de soi pour Paul Ricoeur, le souci d'autrui. Voilà, exactement, l'exigence éthique, souci des institutions elle est justes. fondamentale. Elle a le souci de soi, ça c'est le bonheur, etc. Le souci d'autrui, ça c'est un peu la morale classique, si vous voulez. Et c'est le souci des institutions justes. Si on n'est pas dans la recherche de ce que sont des institutions justes et des relations justes, alors à ce moment-là, effectivement, tout est possible. Lisa Carayon, puis Ali Ben Maklouf. Non, je vais préciser. Quand je dis que le droit n'a d'autres limites que celles qu'il se donne à lui-même, je ne dis pas que le droit doit tout faire. Je dis juste que potentiellement, il peut tout faire, au sens où, par la norme juridique... Sauf si la société lui donne des limites. Au sens où c'est un outil social, et donc il n'est que le produit d'un dispositif démocratique qui pose les limites là où la société démocratique les pose. Mais pas... limite, vous avez dit le mot limite. Ça, c'est un bon mot, le mot limite. Oui, mais qui n'est pas lié, le droit, qui n'est pas lié au droit. Le droit a la capacité d'imaginer tout système. On reviendra sur la personne et les biens, parce que si on se met à confondre ou à considérer que la personne peut être considérée comme un bien, alors là, le marché du corps, il est en route. Non, ni personne ni bien, autre chose que des personnes et des biens. L'éthique, je suis d'accord avec Sylviane Agacinski, l'éthique, ce n'est pas de la conviction subjective, et nous avons malheureusement trop tendance à ne pas rattacher l'éthique à des valeurs objectives. On peut avoir des dilemmes sur des raisons objectives. Vous pouvez présenter une raison, je présente une raison, vous acceptez la mienne, j'accepte la vôtre parce qu'elles sont objectives, et on peut avoir des choix contraires sur la base de raisons objectives. Ça, c'est un point très important, et l'éthique démarre avec les tensions et les dilemmes et avec les infractions, parce qu'il y a des scandales comme Nuremberg, à partir desquels on définit des règles. C'est toujours par une infraction que la règle est toujours seconde, disait Canguilhem. L'infraction est première. Et ça, c'est un enjeu très, très important. De ce point de vue-là, bioéthique, justement, c'est pas comme biochimie ou biophysique. Atlan le disait très bien, Henri Atlan. Bioéthique, c'est pas une dérivation. Le bio n'est pas dérivation. L'éthique va pas dériver de la biologie. Il n'y a pas d'éthique biologique. Ça, c'est très important. Quand on a dit crime contre l'espèce humaine pour le clonage reproductif et pour l'euthanasie, on a dit crime contre l'espèce humaine, on n'a pas dit crime contre l'humanité. Et Atlan, à très juste raison, a dit attention, quand on dit crime contre l'espèce humaine, il ne faut pas biologiser des questions
comme précisément les questions juridiques de criminalité. Sylviane Agansky. Juste, j'ai pas fini tout à l'heure. Je voulais dire un petit mot sur ce qui m'inquiète réellement aussi dans les projets actuels et dans le vocabulaire utilisé, c'est la notion de parent d'intention. Pourquoi ? Parce que quand j'ai travaillé sur la procréation aux États-Unis, j'ai vu d'où venait cette expression et qu'on dit maintenant parent volontaire, parent d'intention. La notion de parent d'intention a été créée par la Cour de justice de Californie pour désigner les clients d'une mère porteuse en cas de conflit, et donc on a appelé les commanditaires de l'enfant des parents d'intention. Et ça m'inquiète beaucoup parce que ça recoupe ce qui se dit aujourd'hui, à savoir si les parents deviennent des parents d'intention et que la filiation, la parenté est fondée sur la volonté, alors, et c'est ce que dit exactement Jean-Louis Touraine, alors le couple commanditaire d'un enfant, soit par PMA ou par GPA, ce sera la même chose. La loi a toujours dit projet parental. Toujours. Projet parental. S'il n'y a pas d'intention dans un projet parental, qu'est-ce qu'il y a ? Lisa Carayon. D'autant qu'il n'y avait pas là véritablement d'innovation, parce que notre système de filiation que vous soutenez si ardemment prévoit depuis la rédaction du Code civil des systèmes de filiation précisément fondés sur l'intention, le fait de se comporter comme un parent, etc. Et il n'y a pas que la question de l'engendrement. Qui est la reconnaissance volontaire. La maternité n'a jamais été fondée sur l'intention. C'est faux. Dans l'adoption. C'est faux. Je suis désolée de vous le dire, mais jusqu'en 2005, les femmes qui n'étaient pas mariées devaient reconnaître leur enfant précisément parce qu'on sous-entendait qu'elles ne voudraient pas forcément c'était automatique automatique, même si elles signaient un papier de reconnaissance, c'était à la naissance. Non, j'en suis désolée. C'est quand même l'accouchement et la grossesse qui a fait la mère. Ensuite. Mais juridiquement, jusqu'en 2005, les mères non mariées devaient reconnaître leurs enfants. Je voudrais juste... parce que et on arrive au terme de la discussion. Tout à fait. Juste revenir sur cette question très intéressante de l'idée que ce serait Nuremberg qui aurait fait émerger ces questions éthiques. Je pense déjà qu'il faut bien noter que l'intérêt pour la protection du corps est bien antérieur à cela, et notamment par les combats sociaux sur la protection des corps du travailleur, qui n'est pas sans lien avec ce dont on discute aujourd'hui. Mais je voudrais dire par là que dire que le droit est défini en dehors de la sphère démocratique, en dehors du système juridique qui le crée, c'est dire en quelque sorte, par exemple, que le droit nazi n'était pas du droit. Alors c'est intéressant, mais c'est se déresponsabiliser. En réalité, il y a une responsabilité dans la conception collective. Mais le droit peut faire le pire dans certains cas. Le droit peut faire le pire, mais précisément, on ne peut pas s'appuyer sur ce qui existe déjà dans le droit pour dire que cela doit rester ainsi. Je n'ai pas dit ça. Et en l'occurrence, je pense que l'évolution de notre droit se fait aussi en écho à ce qui existe déjà socialement. Un tout petit mot, Aline Maclouf, vous qui suivez depuis très longtemps cette question au sein du comité consultatif d'éthique, où vous n'êtes plus maintenant. Le président de la République a dit devant les parlementaires, c'est le texte de tous les dangers. Vous pensez que ça peut être un texte de tous les dangers ? Non, parce qu'on surévalue toujours une société du risque et plus des sociétés du bénéfice. Qu'est-ce que vous appelez société du bénéfice ? Les bénéfices sont totalement invisibilisés. Moi, je suis à l'Académie de pharmacie aujourd'hui. On finit un avis sur la vaccination. Les bénéfices de nos sociétés, les bénéfices de santé sont totalement invisibilisés. On ne surévalue que les risques, les dérives, et on grossit les risques, on grossit les dérives, et on ne voit pas les bénéfices. Nous avons une très belle société. Merci Aline Maclouf de ce mot qui permet de conclure cette discussion. Merci à vous Sylviane Agansky ainsi que Lisa Carayon d'avoir accepté les termes du débat justement ce soir ici dans le temps du débat. Merci. Le temps du débat, c'est Chloé Cambrelin, Fanny Richet, Rémi Baille, Hugo Boursier et Louise André. À la technique aujourd'hui, Audrey Guélil et à la réalisation, Marie-Laure Ciboulet.